Je voudrais, avant toute chose, exprimer ma solidarité d'une part à toutes ces personnes démunies des quartiers sous-intégrés de nos villes et encore plus de Libreville, victimes de coupures intempestives, longues et successives, des fournitures d'eau et d'électricité, et d'autre part, à toutes les familles endeuillées par de telles coupures du fait de nombreux décès enregistrés dans des structures hospitalières, publiques et privées, non équipées, qui sont aujourd'hui devenus pratiquement tous des mouroirs. Je tiens également à exprimer ma profonde compassion et ma solidarité envers les déguerpis de plaine Oretti qui, sans consommation, ont vu en une journée toute leur vie des veuves, des mères, des familles seules, des personnes âgées, des handicapés et des personnes en activité, parmi lesquels des parents proches, des amis, des connaissances, autant de personnes qui se retrouvent dans la rue en toute insécurité et soumis à la précarité, qui dorment désormais à ciel ouvert, privés de leur quotidien et de leur dignité. Moi qui ai passé mon baccalauréat en 1974, logeant dans un quartier sous-intégré de Libreville, venez voir, ma pensée est tournée vers tous ces jeunes élèves en classe d'examen qui, face à la destruction de la maison de leurs parents, ne savent à quel sort se vouer. Je souhaite que tout ce monde, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, handicapés et autres, comprennent mieux qu'hier le sens de mon combat, apprécient à leur juste valeur les sacrifices que j'ai consentis toute ma vie durant pour rester stable et imperturbable malgré les insultes, les railleries, les complots, les trahisons, les mensonges, les intimidations, les menaces et les tentatives multiples de corruption. C'est pour un Gabon meilleur, le nouveau Gabon, que je poursuis mon combat pour réfuter un Gabon de mensonges, de grossiers, de duperies, d'escroqueries, de roublardise, où règne le culte de la médiocrité. Gabonaises et Gabonais, mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, je m'étais engagé lors de ma dernière intervention à ne plus m'exprimer publiquement avant mon investiture officielle. J'en étais là. Cependant, en raison de nombreuses interpellations de compatriotes perdus, désorientés et même désemparés face à une actualité pressante, notamment des problèmes courants inextricables qui concernent la nation d'une part, et au regard de la dégradation permanente et inquiétante de la situation économique et sociale de notre cher pays d'autre part, je viens en ce jour à vous, une fois de plus, pour exposer mon point de vue et éclairer les Gabonais principalement sur 4 sujets préoccupants. La dernière élection présidentielle, l'exfiltration de la famille Bongo, la cession malicieuse et scandaleuse de l'île Bagné à la Guinée équatoriale et la situation économique désastreuse de notre pays à la veille de la prochaine revue du Fonds monétaire international.
Mes chers compatriotes, la dernière élection présidentielle organisée par le PDG CTRI relève, comme tous les actes posés auparavant par le PDG CTRI et son chef, simplement de l'imposture. Il n'y a pas eu élection présidentielle dans notre pays, mais un théâtre sur une scène de cooptation macabre et grossière du putschiste en chef. Ni dans sa forme organisationnelle, ni dans son fond, il ne s'est agi d'une élection. Même dans nos rêves les plus fous, jamais nous n'aurions pu penser qu'il en serait ainsi. On savait tous que le putschiste en chef était atteint de troubles de la personnalité narcissique, mais pas à ce point. On accordait même, pour cette raison, le bénéfice du doute à son entourage, autant qu'on prêtait un minimum de lucidité et de bon sens à tous ces sbires, corrompus et pourris jusqu'à la moelle, mais jamais on n'avait pensé que le putschiste en chef s'avancerait et oserait jusque-là. Tout ça pour ça, serait-on tenté de s'exclamer? Et surtout, sur la base d'une expression abondamment usitée à l'occasion de la dite élection, qui reflète à la fois la médiocrité, la platitude et la sclérose de ses inventeurs et utilisateurs, le 12, c'est le 12. Aucune personne sensible, lucide et un tant soit peu formée ne pouvait ni penser ni dire cela. Par rapport à la forme, en scrutant les candidats à la dite élection, combien d'entre eux pouvaient, en propre, disposer d'une somme d'1 million de francs CFA en banque ou à la maison? Alors, une question vient à l'esprit. Qui a payé la caution de 30 millions de francs CFA de chacun d'entre eux? Tout ou presque a été fait pour que le putschiste en chef soit le seul candidat. Quant au fond, l'armada de médias français mobilisés à cette fin, on se demande qui a payé la note, a suffi à étaler lors des interviews la médiocrité du putschiste en chef, sans vision, sans programme, sans idée cohérente et dans un français ridicule, je n'en dirai pas plus. Comme si cela ne suffisait pas, un appareil de fraude indescriptible a été mis en place. Les informations fiables et vérifiables dont je dispose révèlent que dans la plupart des bureaux de vote, le président du bureau et sa suite ont voté en place et lieu des ayants droit, à qui on remettait à leur arrivée la carte déjà remplie sur laquelle était apposée la mention « à voter ». La consultation étant supervisée par l'association Haussmann, propriété familiale, et les collaborateurs du putschiste en chef, la consigne était partout la même, obtenir par tous les moyens 100%. Il n'y avait aucun absent ce jour-là. Même les morts ont voté. Le scandale a été à un niveau tel qu'à OIM, l'épicentre de la fraude, on a donné lors de la lecture officielle des résultats un nombre de votants plus important que le nombre d'inscrits. Le ridicule ne tue pas. La conclusion qu'on en tire est que le vote du 12 n'en est pas un. Il ne peut d'aucune manière constituer un argument de légalité et encore moins de légitimité. Le putschiste en chef est un président de fait dans un environnement de mensonges, de malversation, de roublardise et d'imposture.
Les résultats qui en découlent, de même que l'incongruité et la grossièreté de son investiture, ne peuvent en aucun cas le rendre légitime. S'agissant à présent de l'explication des Bongo, Sylvia, Nourdine et Ali, elle n'est que la traduction de ce que j'ai affirmé au lendemain de la prise du pouvoir par les militaires. En fait, les extrémistes du Haut-Ogooué, Téké et autres, au nombre de 5, ont préparé un coup de force, mais se sont résolus, au regard de la situation, à une révolution de palais. Ceci explique cela. Aucun commentaire à faire à ce sujet, car le reste n'est qu'un habillage grossier. Pour ce qui est de l'île Mbani, il s'agit simplement d'une cession volontaire et rien d'autre. La décision de la Cour internationale de justice n'est qu'un artifice, du reste prévisible, au regard de la légèreté du dossier qui lui a été présenté par la partie gabonaise, de l'impréparation et de l'incompétence notoire des personnes commises, qui sont du reste des experts en toutes choses et spécialistes de toutes les matières de droit. Incroyable. Sur le plan du droit, l'arrêt de la Cour internationale de justice repose principalement sur 2 textes. Premièrement, le traité de Paris, signé le 27 juin 1900 entre la France et l'Espagne, relative aux possessions coloniales en Afrique, notamment au Sahara occidental et en Guinée équatoriale. Deuxièmement, la Convention de Montego Bay, signée le 10 décembre 1982, qui pose un cadre juridique sur les espaces maritimes en délimitant ce qui relève de la souveraineté des États d'une part et ce qui relève de la haute mer d'autre part. Au terme de la dite convention, tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale, une largeur qui ne dépasse pas 12 000 marins, autrement dit 22 kilomètres. Or, par rapport au premier texte, le traité de Paris garantissait à la France le droit de préempter tous les territoires de Rio Muni si l'Espagne décidait d'y abandonner ou de vendre ses possessions. De plus, le second texte, la Convention de Montego Bay, est confronté à des interprétations divergentes au point de devenir aujourd'hui une source de conflit. Il y a là suffisamment d'ingrédients pour qu'un juriste éprouvé, mieux encore, une équipe homogène, sérieuse et compétente puisse, avec aise, fonder un argumentaire conséquent pour que le Gabon ne soit pas dépossédé d'une partie de son territoire. Chers compatriotes, le problème des îles, et surtout de l'île Mbani, objet d'un conflit frontalier entre le Gabon et la Guinée équatoriale depuis la fin des années 60, est sérieux. Dans ce type de situation, il faut toujours se mettre dans la peau de son protagoniste pour mieux le comprendre et lui donner l'occasion de révéler ses préférences. En tout état de cause, la Guinée équatoriale sait très bien que, premièrement, pour rien au monde, le Gabon ne cédera l'île Mbani et qu'elle ne dispose d'aucun moyen politique, diplomatique, militaire et stratégique pour contraindre notre pays, le Gabon. Deuxièmement, un accord pour un règlement définitif du conflit a été trouvé en 1974. Des années plus tard, les 2 chefs d'État de l'époque sont parvenus à un nouvel accord auquel il ne restait qu'une chose, la traduction en acte,
ce qui suppose, par rapport au Gabon, un chef crédible qui ait le respect de la parole donnée et qui soit lui-même capable de la faire accepter à son peuple en raison de la crédibilité dont il joue, parce qu'ayant été élu dans des conditions normales à une forte majorité. C'est là toute la difficulté. En effet, le putschiste en chef est un homme sans parole et qui, malgré ses 94% décrétés, n'a aucune crédibilité interne et erre par monts et par vous à la recherche d'un soutien qu'il ne trouve pas, car toutes les portes lui sont fermées. Dans de telles conditions, toute signature du putschiste en chef, un président par effraction, qui a été plus préoccupé de se faire appeler président que de s'approprier les dossiers urgents et importants de notre État, n'engage pas le Gabon et sera tôt ou tard remise en cause par le président qui viendra et on n'en sera qu'à la case débat. Pour ma part, en ma qualité de président élu et de ce fait détenteur exclusif de la légitimité populaire, l'Ilmanie est dans les autorités territoriales gabonaises et cela ne souffre d'aucune ambiguïté. La distance entre l'Ilmanie et la côte gabonaise est de 5,4 000 marins, soit 10 km, alors que la distance entre l'Ilmanie et la Guinée équatoriale est de 24 km. À cet effet, ni les trafics et les basses manœuvres d'un putschiste en chef zélé et incompétent, ni les justifications a posteriori et autres gesticulations d'une bande d'experts gonflés, en fait des ultra-crépidariens, ni le jugement de la Cour internationale de justice ne constitue une solution, encore moins une solution de seconde best. Le jugement de la Cour n'est tout au mieux qu'un équilibre sous-optimal, car la solution à ce conflit frontalier qu'on a voulu délibérément transformer en litige existe et c'est l'équilibre optimal. Elle procède d'un accord entre deux présidents, Feu Omar Bongo Ondimba et Obiangema Baza, et le président Obiangema le sait très bien. Il faut simplement revenir à l'arrangement à l'amiable négocié par les deux chefs d'État lors d'une réunion de l'Union africaine en Afrique australe, d'où ils sont revenus par le même vol, côte à côte, dans le même avion. S'agissant enfin de la situation économique et sociale de notre pays, à la veille de la prochaine revue du Fonds monétaire international, elle est simplement désastreuse. Tout ce que j'ai relevé à l'entame de la présente intervention en est la parfaite illustration. Dans un tel contexte, la nomination de M. Henri-Claude Oyima au ministère des Finances est une provocation. M. Henri-Claude Oyima est d'ailleurs pris à son propre piège, car étant l'un des artisans de la révolution de Palais, il a été mis là par rapport aux promesses qu'il a faites et surtout à la maîtrise des dossiers dont il s'est toujours réclamé. Malheureusement, l'interview à TV5 Monde a fini par édifier le peuple gabonais. Monsieur Henri-Claude Oyima est une calamité, sans fond, sans forme, sans rigueur et sans projet. Son seul mérite, être le gardien, le gestionnaire désigné des biens des Bongo, notamment la part tirée du pétrole, 17%, Delta Synergie et bien d'autres actifs, car Omar Bongo Ondimba lui-même, de son vivant, a souhaité en diversifier les opérateurs pour, entre autres, contourner l'omnipotence de M. Jean-Pierre Lemumba Lepandou.
Rien de plus. Dès lors, Oyima n'a aucune idée précise du niveau de la dette gabonaise, du coût de la vie au Gabon, des conditions de vie réelles des Gabonais, de la situation scolaire et universitaire de notre pays, de sa situation sanitaire et notamment l'état de son plateau technique, du niveau de pauvreté et du degré de souffrance des Gabonais et encore moins la manière d'y remédier. Tout cela est bien loin des préoccupations de Sier Oyima qui est là juste pour défendre les intérêts du camp. Tout ce qui précède amène à une seule conclusion. Le système Bongo PDG doit être démantelé et mis hors d'état de nuire. En plus de l'imposture, de l'impréparation et du manque d'aptitude pour la gestion d'un État, il y a la méchanceté du putschiste en chef et de ses sbires qui n'ont aucune empathie pour nos populations. Chers compatriotes, le pire est à venir si le putschiste en chef devait encore, ne serait-ce que pour 4 mois, rester à la tête de notre État. Qu'il retourne illico d'où il vient. La lotta continue. Hasta la victoria siempre. Je vous remercie. Comme à l'accoutumée, messieurs et mesdames les journalistes et ceux qui ont été invités à intervenir, à participer au débat, ils peuvent poser des questions auxquelles je vais répondre naturellement. Au regard de la situation grave que connaît aujourd'hui notre pays. Je vous remercie. Et nous attendons vos questions.
Alors, où est le professeur Ondosa? Première question. Et quel est son point de vue sur la situation actuelle du pays? Je suppose que celui qui a posé la question a suivi mon intervention. Le premier aspect de la question, c'est de savoir où je suis. Je suis en Europe. Et au moment où je fais cette conférence de presse, je suis précisément en France. J'y suis depuis un certain nombre de mois. Et je dirais que je suis en Occident. Je me permets d'aller un peu partout. Alors, quel est mon point de vue sur la situation actuelle du Gabon? Laquelle? J'ai évoqué à l'entame de l'émission, j'ai parlé des délogés. C'est l'actualité, il me semble. J'ai parlé des jeunes scolaires. J'ai exprimé ma solidarité à des personnes qui sont démunies, des personnes de nos villes, et qui souffrent effectivement des coupures intempestives d'électricité. Je crois que j'ai donné mon point de vue, mais si vous voulez là-dessus, je commencerai à dire en ce qui concerne les coupures d'électricité. C'est un problème structurel et pour lequel il faut être préparé, il faut se disposer à le résoudre dans les conditions de l'art. Ce n'est pas un problème à la méthode du PDG, où on prend un problème, on ne réfléchit pas, on n'analyse pas et on commence à proposer des solutions. Au point que toutes les solutions qu'on a proposées se sont révélées inefficaces. Je reprends pour ce qui concerne les fournitures d'eau et d'électricité. Dans le milieu des années 60, Libreville avait près de 75 000 habitants au départ. Et les turbines qui fonctionnaient derrière la prison, les turbines de la SEG qui fournissaient le courant à Libreville, l'électricité à la ville, ces turbines n'étaient plus opérationnelles. En fait, la puissance appelée était supérieure à la production des turbines. On a alors mis en place la construction de Kingele 1. Par la suite, on a construit Kingele 2. Ensuite, Jimbele 1. Et ensuite, Jimbele 2 et 3. Et depuis lors, depuis près de 40 ans, rien ne s'est passé. Et la population de Libreville est passée de 150 000 habitants à 800 000 habitants aujourd'hui. Et la ville s'est étendue, dont la production ne permet pas de répondre à la puissance appelée. Il faut des investissements. Mais entre-temps, catastrophe en ce qui concerne la SEG. Et avec tous les corps de métier, on a divisé la SEG en deux. Et on a laissé à la SEG la portion congrue. Cela veut dire, effectivement, la distribution des fournitures d'eau et d'électricité. Et la production a été donnée à une autre société, la Société du patrimoine. En fait, quels sont ceux qui sont à la tête de la Société des patrimoines? Ce sont les mêmes PDG qu'on retrouve. Je connais leur nom. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les investissements que faisait l'État, parce que c'est l'État qui investit, ils se le sont accaparés. Et ils les ont dilapidés, au point que depuis 40 ans, il n'y a pas eu d'investissement sérieux. Le matériel qui existait s'est détérioré. C'est un matériel qui aurait dû être remplacé. Et aucun remplacement n'a été fait. Surtout depuis, effectivement, que Viola était parti. Veolia était parti. Nous en sommes là aujourd'hui. Alors, pour régler ce problème, ce sont des investissements auxquels il faut procéder. Le Gabon a suffisamment de puissance, l'énergie propre qui peut être produite. Il y a 3 ou 4 sources qui ont été identifiées. Pour certaines,
Les travaux ont été annoncés, jamais ils n'ont commencé. Pour d'autres, les travaux n'ont pas du tout commencé. Voilà où nous en sommes. Alors on en est à des situations de bricolage. Parce que, en plus, tout ce qui sort des clients de la SEG est happé par la présidence de la République. Voilà la réalité. Pour faire le probabilisme, pour faire effectivement corrompre les individus, pour faire de la propagande politique. On laisse de côté ce qui est essentiel. Voilà la réalité. Alors, moi, je ne suis pas au pouvoir. Lorsqu'on accuse la direction de la SEG, c'est du faux fuyant, c'est du mensonge, parce que c'est l'État qui doit investir à travers la société, qui est la société publique, la société de patrimoine. L'État ne peut pas investir. À qui ça en prend tant? Dès lors que la production ne réussit pas à couvrir la puissance appelée, la SG distribue, mais vous ne distribuez pas une production qui n'existe pas. Voilà le problème de la SG. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Moi, je sais ce qu'il y a lieu de faire. Les études ont été menées par mes services compétents. Je sais qui appeler pour régler ce problème. Olivier a dit qu'il peut, qu'il règle le problème. Voilà pour ce qui est effectivement de la situation. Alors, l'autre problème que j'ai évoqué à l'entame de mon intervention, c'est les déguerpis. Et là, vraiment, j'ai des larmes aux yeux parce que quand les gens ne connaissent pas, je ne généralise pas, quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à ses collaborateurs de faire de la copie. Or, je me rappelle bien que dans mon intervention, à 52 minutes pour convaincre, j'ai dit de quelle manière on pouvait faire la ville à l'intérieur de la ville. C'est cela, faire la ville à l'intérieur de la ville. Et comment fait-on la ville à l'intérieur de la ville? Il y a toute une procédure. Eh bien, comme ils copient, je peux même leur indiquer ce qu'on fait généralement dans des pays avisés. Ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont pas la compétence pour. Ce qui les intéresse, c'est la danse, c'est le probabilisme. Alors, venons-en à la République. Comment on fait? On commence par recenser quartier par quartier. Libreville a 800 000 habitants, pas plus. C'est une bourgade. C'est même pas un quartier. À partir de ce moment-là, c'est facile de faire le recensement dans les quartiers sous-intégrés. On commence par là. Combien de ménages? Combien de familles? Ensuite, on va solliciter un investissement. Nous, on fait directement, on veut faire venir les opérateurs, voilà pourquoi on casse, parce qu'on a négocié avec eux, ils vont nous amener de l'argent frais et on n'a aucun contrôle. Aucun bon de commande sérieux n'a été fait, analysé et étudié. Mais nous, c'est l'argent qui nous intéresse. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on a recensé les familles, on fait construire préalable une zone de rotation, un quartier de rotation. C'est-à-dire, on prend quartier par quartier, on prend un nombre de familles et on construit des maisons en préfabriqué, mais des bonnes maisons, de manière telle que on va demander aux gens, on va les y loger. Et ils seront logés là-bas pour une période temporaire. Le temps qu'on casse, le temps que les opérateurs communs viennent installer, construire. Et aujourd'hui, on construit une maison de 6 étages en une journée. Donc, il n'y a pas de problème pour cela. Et dès lors que c'est fait, on peut alors leur demander, moyennant un arrangement, parce que au préalable, leurs maisons ont été évaluées et ça sert d'apport personnel dans les maisons qu'ils vont devoir effectivement regagner. Et on saura combien de temps il reste. Voilà ce qui se passe dans les pays organisés. Mais dans notre cas, on n'a pas à s'étonner. Olivier Nguema n'était pas préparé au pouvoir.
qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est pas ça le problème. Un porteur de ça qui n'a jamais fait un programme et qui, le matin, on vient lui dire c'est toi le chef. Que voulez-vous qu'Oliki fasse? Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Donc, j'ai donné mon avis sur la question. J'ai donné mon avis sur la question de l'île Bani que j'ai abordée et j'ai dit et je redis au Yima n'est pas la personne indiquée pour mener à bien les finances publiques gabonaises. Il n'en sait rien. Il y a une différence entre une gestion d'une banque privée et la gestion des ressources publiques par le ministère des Finances. C'est deux logiques complètement différentes. On vise d'un côté la rentabilité financière et on vise de l'autre la rentabilité sociale parce qu'on a des objectifs de politique économique à atteindre. Donc, pratiquement, Oyemini connaît rien. Il ne peut pas faire ça. Mais il n'a pas l'honnêteté de dire que ça, je ne peux pas. Et c'est ce qui nous manque au Gabon. Avoir l'honnêteté de dire que ça, ce, ce dossier, je ne peux pas le gérer. Nous en sommes là. Donc voilà mon point de vue sur la situation, les situations du Gabon. À moins que vous ayez une situation évoquée. Et je vous répondrai véritablement la manière la plus limpide. Parce que pour ma part, tous ces autres dossiers ont été travaillés avant 2023. Et je me tiens prêt, effectivement, le moment venu, à redresser ce pays. Parce que j'en ai la parfaite maîtrise. Autre question? Alors, une question qui m'a souvent été posée, pourquoi je garde mon expertise pour moi alors que je pouvais la faire valoir en ayant des responsabilités au sein de l'État? J'aimerais éclairer davantage la personne. Et bon nombre de Gabonais me posent cette question. Mais non, je suis un politique. Un politique n'occupe pas des responsabilités, non. Un politique a un programme qu'il expose à son peuple. Dès que le peuple a accepté le programme, le politique vient au pouvoir et met en pratique effectivement ce qu'il a mis et applique, met en œuvre le programme pour lequel il a été élu. Moi, j'ai été élu sur la base d'un programme. Oligi qui n'a qu'à dire sur la base de quel programme il a été élu. Ensuite, moi, j'ai commis des experts. J'ai travaillé sur les experts. Je sais qui appeler le moment venu pour redresser ce pays. Maintenant, vous me dites, pourquoi je ne mets pas mon esprit à contribution? Deux éléments de réponse. Premier élément de réponse, c'est que vous n'allez pas vous jeter dans les bras de quelqu'un qui ne veut pas de vous. C'est du mangement pour parler gabonais et non français. Pourquoi voulez-vous que j'aille me jeter dans les bras de lui? Il a dit qu'il peut. Il a des experts, il a tout le monde. Ce n'est pas ma manière d'aider le Gabon. Quand je lui dis la critique, c'est déjà une manière d'aider le Gabon. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans les pays démocratiques. Vous n'avez pas gagné l'élection, vous vous mettez dans l'opposition. Vous ne rentrez pas dans un gouvernement. Je ne suis pas là et je le lui ai fait savoir que jamais je ne serai son vice-président, jamais je ne serai son premier ministre, jamais je ne serai son ministre. Et je garde la même position. Donc, quand vous me posez ce type de questions, vous voulez réduire le Gabon à quoi? À une société, des gens qui s'engraissent. Deuxièmement, si je veux aller au fond, on lui dit, on n'adhère pas. On adhère à un programme. Chez Oligui, je vais adhérer à quelqu'un qui n'a pas de parole, quelqu'un qui n'a pas de problème, quelqu'un qui ne sait même pas par où il faut commencer. Et je vais lui dire quoi? Et ensuite, je vous ai dit que c'est un mégalomane. Cela veut dire qui va lui faire entendre raison à ce monsieur? Ceux qui sont au gouvernement. Chambrier n'est pas agrégé d'économie. Ndoussima n'est pas économiste. Je ne vous comprends pas parce que, en principe, ceux qui posent ce type de questions
non seulement ils ne savent pas réellement comment fonctionne un État démocratique, mais en plus, ils pensent que n'importe qui peut se lever un matin, je suis président, et tu vas coopter qui tu veux, parce que les gens ont faim. J'ai certainement faim, mais je ne mange pas de ce soupe-là. Merci. Autre question? Quelles pourraient être les décisions prochaines du Fonds monétaire quant au cas alarmant de l'économie du Gabon? Sommes-nous au bord d'un nouveau programme d'ajustement structurel? L'ajustement structurel procède d'un accord entre un pays et le Fonds monétaire international. Le pays qui a des représentants. Moi, je ne suis pas le représentant du pays, puisque c'est Oligui Nguema qui représente tout. Et ensuite, il a battu une constitution où c'est lui le chef suprême de tout. Demandez, cette question mérite d'être posée à Oligui Nguema. Je sais quels sont les différents programmes du fonds, et le fonds fait exactement la même chose qu'une banque. Dès lors que vous en avez besoin et que vous êtes endetté, la banque vous accorde un prêt plus important et ensuite, on vous fait un échelonnement et ce qui vous permet de rembourser le prêt ancien et de vous situer dans un autre prêt. Donc, pratiquement pour cette question, le Fonds monétaire a des programmes. Je connais quels sont les différents programmes du Fonds monétaire, mais là, il faut demander au Ligi qu'est-ce que ce gouvernement a préparé. J'ajoute, et on est obligé de parler de ça parce que aussi bien le vice-président chargé du gouvernement, pire encore, monsieur le ministre des Finances, j'ai entendu dire que nous, on n'a pas besoin de fonds monétaires, ben, nous, on va se débrouiller tout seul. Véritablement, tel que c'est dit, ça fait mal. Ça fait mal. Surtout au ministre des Finances, il ne sait même pas de quoi il parle. Il ne sait pas de quoi il parle. D'abord, ce n'est pas le fonds qui vient vers le Gabon. Je suis désolé. C'est le Gabon qui va vers le fonds à travers, effectivement, ce qu'on appelle une lettre d'intention. Or, le Gabon est sous programme. Pour que ce programme soit mis au point, il a fallu que le Gabon fasse appel au fonds. Et cette lettre d'intention, je rappelle, n'est signée que par le président de la République ou alors par le Premier ministre. Ce qui veut dire en termes clairs que nous n'avons pas besoin de fonds. Ça ne se décrète pas. Lorsque votre situation réelle est telle que vous n'avez pas d'autre source, pour simplifier, un père de famille qui a son compte à l'UGB et qui n'a plus de quoi nourrir ses enfants jusqu'à la fin du mois, est-ce qu'il peut se permettre de dire que je n'ai pas besoin de la banque, puisqu'il sait qu'il peut aller demander une rallonge à son banquier? C'est des attitudes totalement irresponsables. Ou alors, on ne sait pas de quoi on parle. Je me limiterai à cela. Autre question? D'après vos analyses, est-ce que vous savez que ce que risque la jeunesse dite sacrée dans tout ça? Bon, la jeunesse est sacrée, c'est une expression du Père Bongo. Faisons le point en 50 ans, en 46 ans de pouvoir, en quoi la jeunesse a été sacrée. Et je me rappelle ce qui a été dit à l'époque. On lui a rétorqué que la jeunesse était sacrifiée. Alors, dans de quelles conditions? Vous avez vu qu'à l'entame de mon propos, j'ai parlé de cette jeunesse qui ne sait, dans un pays comme le nôtre, il devrait y avoir des bibliothèques dans les villes pour permettre aux étudiants d'aller travailler. Il devrait y avoir des salles. Il devrait y avoir des universités dans lesquelles les étudiants peuvent aller travailler. Regardez notre UOB. Regardez
l'Université des sciences de la santé, on en rigole. Quel avenir pouvez-vous avoir avec ça? Je l'ai souvent dit et je reviens là-dessus. Nous avons comme voisin puissant le Cameroun. Le Cameroun va vers les 30 millions d'habitants. Le Cameroun subit lui-même une pression du Nigeria. Et le Cameroun n'a qu'1,5 million face aux 30 millions de Cameroun. Si nous ouvrons l'espace CEMAC en termes de quantité, nous n'avons pas d'espace. Nous ne pouvons pas tenir tête au Cameroun. Pourquoi? Parce que nous avons une contrainte humaine quantitative. Vous prenez tous les Gabonais, vous les mettez dans un quartier de Yaoundé. Voilà où nous en sommes. Un pays qui a une contrainte quantitative, contrainte humaine quantitative, ne peut pas se permettre d'avoir une contrainte humaine qualitative. Il faut former de manière telle que, par nos structures de formation, les Camerounais et autres viennent au Gabon. Ensuite, il faut former des cadres très haut niveau qu'on peut vendre au Sénégal, qu'on peut vendre effectivement en Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire, qu'on peut vendre à l'extérieur. C'est une exportation des ressources du capital humain. C'est ça qui se fait aujourd'hui. Mais quel avenir préparons-nous pour nos jeunes? Le baccalauréat, on préfère anticiper les élections et mettre toute une année scolaire par terre. Quel niveau pensez-vous que les bacheliers du Gabon vont avoir par rapport à ceux qui ont une scolarité normale et complète pendant toute l'année? On va compétir où? Ce qui va se passer, c'est ce qui se passe déjà. La majorité, un moment où j'ai fait l'enquête, la majorité des DAF étaient tous extérieurs parce que mieux qualifiés, plus compétents que les Gabonais. Alors, voilà où nous en sommes. Ce qui veut dire que pour moi, la jeunesse est sacrifiée. En plus, si on en fait des bœufs votants, si on les initie au colonialisme, si on les initie à la danse, si on les initie au trafic de notes, comment voulez-vous que le Gabon se relève? Alors, le problème, c'est que ça a souvent amusé les étudiants d'aujourd'hui, que les Africains, les Gabonais, devant une haie, ils passent dessous, et quand il est de l'autre côté, ils vous demandent de sauter. Mais non, moi, je n'ai pas triché pour être ce que je suis. Et quand je forme les gens, c'est des gens qui doivent être à mon image. Mais malheureusement, nos universités, nos structures de formation sont remplies, sont dénaturées par le trafic des professeurs, qui ne sont professeurs que de nom, qui ne font pas de cours. Le trafic des professeurs, le trafic de l'administration universitaire, le trafic de ceux qui sont à la scolarité, le trafic des notes, le trafic des PV. Et l'administration elle-même se met à ce qui fait que ce sont les diplômes rabais dans ces conditions. C'est non seulement la jeunesse qui est sacrifiée, mais c'est le Gabon lui-même qui est sacrifié. Et cela, c'est à l'avantage des incompétents qu'on est à la tête du pays. Ils ne veulent pas avoir de contradicteurs, ni aujourd'hui ni demain. Ils veulent s'installer ad vitam aeternam pour défendre les intérêts d'une famille. Il faut que ça change. C'est le sens que je donne à mon combat. Pour que demain, le Gabon puisse se relever et tenir tête aux Camerounais, et tenir tête aux Ivoiriens, et tenir tête aux Congolais, montrer, comme dans le temps, que le Gabon est un pays où les gens ne réfléchissent pas seulement qu'avec les poches, mais ils réfléchissent à partir de leur tête. Je vous remercie.
Pensez-vous que le Gabon sera un jour véritablement libéré? Pensez-vous que le Gabon retrouvera enfin la dignité? Ce qu'on a si longtemps volé, est-ce que ce combat que vous menez avec foi et détermination, croyez-vous qu'il aboutira un jour? Eh bien, Monsieur Jules, c'est une très très belle question. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas en train de continuer. C'est parce que précisément j'y crois que je continue. Et l'histoire me donne raison tous les jours que Dieu fait. Si je ne croirais pas, j'aurais déjà abandonné. Non seulement j'y crois, j'y ai foi. Et ensuite, je considère que le Gabon doit se développer et que Dieu m'a donné les moyens de pouvoir percevoir, d'avoir une vision claire, m'a donné les moyens de pouvoir travailler, m'a donné les moyens, la compétence nécessaire. Et voilà pourquoi je me suis présenté à l'élection de 2023 et je l'ai gagné. Et ce que je fais maintenant, c'est faire en sorte que ceux qui sont venus là par défaut s'en retournent d'où ils viennent. C'est le sens de mon combat. Parce que, au départ, je vous l'ai dit, en 2023, je me disais qu'en 3 mois, je réglais, le Gabonais commençait à sourire. Je vous ai dit dernièrement qu'en 6 mois, je pouvais redresser le Gabon. Aujourd'hui, la dernière fois, je vous ai dit, il faut maintenant 3 ans. Vu les dégâts qu'Oligui Nguema et sa bande ont causés depuis qu'ils sont là. Oligui Nguema a fait pire qu'Ali Bongo. En 2 ans, il a fait pire qu'Ali Bongo en 14 ans. Par les chiffres, je peux le prouver. Alors, généralement, il y en a qui entretiennent des confusions et qui veulent discuter ou bien mettre en débat des sujets pour lesquels ils n'ont pas compétence. Je ne veux pas les titiller dessus parce que si on rentre dans le plan technique, ils n'ont rien à dire. Prenez vos sous, c'est vrai, mais n'amenez pas des justifications a posteriori sur des domaines pour lesquels vous n'avez aucune compétence. Donc, cher monsieur Gilles, je crois et j'ai foi. Je crois et j'ai foi. Demain, il faut que dans les meilleurs délais, Oligui Nguema et sa bande partent de là. Voilà mon combat. Pensez-vous que les projets actuels de l'État, notamment ceux liés aux infrastructures, sont une priorité au vu de la situation sociale du pays? Qui, dans un pays, définit les priorités? Il y a des projets d'infrastructures qui existent, ils existent où? Un projet, ce n'est pas du verbiage. Un projet est écrit, il est évalué. Un projet répond à un objectif. Autrement dit, un homme politique à la base a une vision. Ensuite, les visions il les traduit en finalité. Et les techniciens qui travaillent avec lui traduisent les finalités en objectifs. C'est-à-dire, ils les ramènent dans le domaine du réalisable. Et là, on trace un horizon temporel. C'est dans 2 ans qu'on va atteindre tel objectif. C'est dans tant de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un déroulé. Le financement coûte tant. Il sera produit par telle ou telle chose. Et ce sera telle entreprise qui va exécuter. Au bout de combien de temps? Voilà le coût total que le pays, effectivement, c'est ça un projet. Le projet ne consiste pas à aller à Ndende, à aller à Tchibanga et puis aller. Ça, c'est pas un projet. C'est rien du tout. Au sens technique du terme, c'est pas un projet. Donc, le gouvernement a actuellement aucun projet. Maintenant, s'ils ont des projets, j'aimerais bien qu'on débat télévisé. Le ministre des Finances ou quelqu'un d'autre, mais puisque c'est Oligui qui s'est mis devant. Oligui vient et on va dépendre de son projet. Il a amené la dernière fois
une série, un lot de papier, mais ce n'est pas les papiers des projets. Qui sait ce qu'il y a là-dedans? Vous pouvez prendre des serviettes hygiéniques et venir dire un lot de serviettes et puis dire que c'est un projet. C'est n'importe quoi. Dans un pays normal, on n'agit pas comme ça. Cela veut dire qu'il ne sait même pas de quoi il s'agit. Et c'est cela que je combats. Ce n'est pas un projet. Les autorités actuelles, je répète, n'ont pas de projet. Moi, j'ai des projets. Autre question. Le modèle économique basé sur le pétrole est-il encore viable à moyen terme compte tenu des fluctuations des prix mondiaux et de la transition énergétique? Alors, généralement, je n'aime pas des grands mots. Pourquoi? Parce que généralement, c'est les gens qui sont au gouvernement qui veulent venir piquer les idées, qui posent ce genre de questions, généralement. Un modèle économique basé sur le pétrole, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Nous avons une ressource importante, c'est le pétrole. C'est notre ressource principale, puisqu'elle fournit 40% de notre ressource de recette, de nos ressources, les ressources publiques. D'accord. Et il y a un effet entraînant. Alors, on me dit, est-ce que ce modèle-là est encore viable? Encore, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui a mis fin à cela? Encore, ce n'est pas les parents d'Oligi qui promet une diversification de l'économie. Il ne sait même pas ce que c'est. Diversifier. Vous voyez un produit qui est substituable au pétrole à moyen terme, lequel? Lequel? Un produit qui est substituable au pétrole à moyen terme. Nous n'avons qu'un problème par rapport au pétrole. C'est la répartition du fruit du pétrole. Lorsque, en 2023, je suis allé à Paris, et voilà ce que je leur ai dit. Le fromage a été produit par Total, qui est une entreprise française. Sur les revenus pétroliers, Total ramasse 53%. Je trouve ça normal, parce que c'est eux qui apportent le ferroviaire, c'est eux qui apportent le savoir-faire, c'est eux qui apportent des vrais ingénieurs, c'est eux qui apportent les moyens financiers pour exploiter. En offshore, j'ai déjà donné les chiffres, c'est 250 millions de jours en recherche. Bien. Alors, je comprends ces 53%. Mais après, il reste quoi? 47%. Sur les 47%, 17% vont à la famille Bongo. Voilà le problème. Et la famille Bongo ne se contente pas de ces 17%. Ils viennent encore grappiller sur nos 30%. Au point qu'il n'y a rien pour faire les routes, il n'y a rien d'autre. Donc le problème du pétrole, c'est d'abord au départ un problème de répartition en fond des générations pour penser à demain, aux jeunes, et ensuite la gestion que nous faisons des 47% qui reviennent au Gabon. Or, ces 47%, c'est la famille qui a la majorité est prise par la famille. Et ce qui permet effectivement de tenir les Gabonais. Qui veut un bonbon, on le lui achète. Qui veut une VX, on le lui achète. Et tout cela, et tout cela. Il faut que ça cesse. Commençons par une gestion rationnelle de nos revenus pétroliers et non une gestion patrimoniale, familiale. Ensuite, dès lors qu'on arrive à cette gestion-là, voyons aujourd'hui où peut aller notre économie. Quels sont les secteurs qui sont porteurs demain? Quels sont les secteurs déclinants? Quels sont les secteurs qu'on peut réformer? Et quels sont les secteurs qu'il faut fermer? Voilà comment on réfléchit pour un pays. Donc, on va acheter un salaire, on dit qu'on a fait quelque chose. Bon, ça, au moins, je me suis déjà expliqué dessus et j'ai dit
Et je reviens dessus pour dire que ne nous contentons pas de la poudre aux yeux du PDG-CTRI. Un pays ne se développe pas sur la base des affirmations gratuites ou sur la base des idées lancées. Dès qu'Oligui a lancé une idée, tout le monde se joue dessus. Alors que c'est des bêtises. C'est sur la base des analyses sérieuses, sur l'analyse des projets sérieux. Et ce n'est pas effectivement des choses qui ne tiennent pas la route et tout le monde se moque de nous. Pratiquement tous nos voisins se moquent de nous. On en est là aujourd'hui. Le Gabon est devenu la risée de tout le monde. J'espère avoir répondu à votre question. Si vous ne trouvez pas qu'elle est satisfaisante, veuillez encore être plus précis. Mais en tout cas, je ne pense pas que, oui, l'après-pétrole qu'on chante, ça, ce n'est pas. Le développement est un acte volontariste. Ça ne se change pas. Ça ne se chante pas. Non, ce n'est pas possible. Autre question? Comment expliquer que le chef de l'État ne s'est pas adressé à la nation suite à l'exil des Bongo, ou alors qu'il nous avait fourni des preuves en images de détournement de fonds? Votre commentaire là-dessus? Alors, je n'ai aucun commentaire à faire, ou alors je dirais simplement qu'il sait pourquoi il ne s'adresse pas à la nation. Parce que dans la nation, il n'y a pas que ses ouailles, il n'y a pas que ses livres. Il y a des gens qui comprennent bien, qui viennent. Je vais l'écouter et il aura un contradicteur en face de lui. C'est bien, on se dit chef d'État, on pose des actes. Il n'a qu'à s'expliquer. Moi, pourquoi il ne s'explique pas? Demandez-lui, posez-lui la question. Et moi, j'ai déjà donné l'explication. Ça a été une révolution de palais. Et puisque c'est une révolution de palais, on se protège, on se couvre. Et Oligui Nguema n'est que le factotum qui a été désigné pour véritablement remplir la basse besogne, puisque Bongo ne tenait plus physiquement. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Il n'a qu'à venir s'expliquer. Et s'il est capable qu'il ouvre un débat, effectivement, je serai là et je lui répondrai. Donc, je pense qu'Oligui n'est pas à sa place. Voilà ce que je peux lui dire. Il n'est pas à sa place. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas de quoi, effectivement, qu'est-ce qu'il peut faire d'un pays. Parce ça n'est jamais venu, même dans ses pensées les plus fortes. À un moment donné, on a pris, non, nous avons besoin de quelqu'un. Il faut que le pouvoir reste dans la famille. Il faut que vous restiez là. C'est tout. Le reste, c'est véritablement de l'habillage, ainsi que je l'ai dit. Donc, voilà ce que je pense de cela. Et pour la suite, il faut que nous fassions tout pour Oligui parte. Et c'est là que j'interpelle le peuple gabonais. Je vous ai dit de ne pas aller à l'élection. Pour me traiter de menteur, d'idiot, d'imbécile, vous avez choisi une expression qui est à la hauteur de la platitude et de la médiocrité de son inventeur, le 12 et le 12. Alors, nous commençons à subir les après-12. Donc, véritablement, celui qui a promis monts et merveilles, qu'il vienne expliquer aux Gabonais. Mais comme il n'est pas capable d'expliquer, parce qu'il ne sait même pas pourquoi il est là, à partir de ce moment-là, notre combat doit être orienté vers son départ. Et il faut qu'il parte. L'autre chose que je dirais, c'est que, curieusement, on ne sait pas comment fonctionne une démocratie. On pense qu'on bricole une élection et on s'assied au fauteuil et on se dit, bon, je suis là pour 14 ans, pour 7 ans, pour 8 ans. On se fixe un terme. Et puis, les gens vont se décourager. Alors, c'est amusant. C'est vraiment amusant. Parce que un chef d'État en poste peut être digne. Un chef d'État en poste peut être vidé.
il y a plein de possibilités pour un chef d'État en poste. Donc, il doit savoir que de la manière dont il est venu, à cette même manière, il partira. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Monsieur le Président, certains Gabonais trompés par une fausse libération vous ont critiqué. D'autres, malgré tout, vous sont restés fidèles, notamment cette jeunesse engagée en 2023 et encore présente en 2025. Que devons-nous faire aujourd'hui? Rester les bras croisés ou suivre un véritable plan pour atteindre la vraie libération? Le peuple attend des réponses. Monsieur Jules, c'est une très bonne question. D'abord, il faut savoir qu'en matière de libération, ce n'est pas une question personnelle, c'est une question nationale. Et j'ai expliqué à d'autres temps que le leader suit son peuple. Il y a des moments où le leader peut être en avance et le peuple derrière. Il faut qu'il prenne le temps d'attendre son peuple pour que le peuple se mette à son niveau. Et il attend en expliquant et puis en montrant la réalité des choses. Les gens m'ont insulté, je ne leur en tiens pas rigueur. Pas du tout. J'ai subi des insultes, j'en ai fait mention. J'ai subi des règles, j'ai subi des trahisons. Mais cela ne me détourne pas de mon objectif. Pourquoi? Parce que je sais que je tiens le bon bout. Et tôt ou tard, mon combat va aboutir très bientôt. Alors, je dis ceci, ne vous découragez pas. Sauf que il ne faut pas prêter l'oreille à des, à des gens qui sont là pour vous détourner, à des gens qui vendent du vent, qui sèment le vent, à des perfides trompeurs, comme le dit notre hymne national. Il faudrait que vous regardiez votre leader. Et mon numéro est partout. Vous avez la possibilité de me joindre pour me poser la question. Qu'est-ce qu'on fait? Et chaque fois que je sens que le peuple flanche, j'interviens toujours pour lui montrer la bonne direction. Il suffit que vous suiviez. Si le peuple m'avait suivi après le coup d'État militaire, quand j'ai dit que c'est une révolution, on n'en serait pas là. Si le peuple m'avait suivi lorsque j'ai dit n'allez pas au référendum, on n'en serait pas là. Si le peuple m'avait suivi lorsque j'ai dit n'allez pas voter, on n'en serait pas là. C'est ce même peuple que je vais donc qui m'a dit le 12 c'est le 12. Mais cela ne me décourage pas. Je sais que c'est la mission que Dieu m'a confiée et je vais poursuivre cette mission. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut suivre les mots d'ordre de votre leader. Posez des questions, cherchez à me voir. Je vous donnerai toujours le bon conseil et toujours la bonne orientation. Pour libérer notre pays, on a besoin d'orientation qui soit crédible et fiable. On a besoin d'analyse pour comprendre, pour distinguer le vrai du faux. Il a fallu 2 ans pour que les Gabonais se rendent compte aujourd'hui que c'était une révolution de palais. Oligui n'a rien libéré du tout. C'est un parent de Bongo qui est venu pour défendre la fortune des Bongo. Tout le monde le sait aujourd'hui. Il a promis ci et ça. Il voit qui à l'extérieur? Demandez à Oligui qui voit à l'extérieur. Il est allé où? Quel investissement peut venir dans un pays qui a 70%, plus de 70%, plus de la norme communautaire en dette? Où ils sont où les investisseurs? Bien sûr qu'on peut aller dans les marchés, mais on sait ce qui nous en coûtera. Alors donc, véritablement, suivez, je vous dis que bientôt, le Gabon sera libéré. Croyez-en moi. Et moi, je ne fais pas comme eux. Je ne dis pas des choses qui ne sont pas justes. Je dis des choses qui sont vraies, qui sont justes.
Et à partir de ce moment-là, tout ce que je dis procède d'une analyse de la situation que je confonds avec la situation internationale, avec la géopolitique internationale, avec la situation réelle de notre pays et avec des potentialités réelles de notre pays. On va faire ci, on va faire ça. Avec quoi va-t-on le faire? Et nous voilà handicapés parce que précisément, on a promis X, on a promis Y. Combien de personnes ne sont pas déçues aujourd'hui? Donc, ce qui fait le développement d'un pays, c'est le travail. Commençons à nous mettre au travail. De quelle manière? Il faut que je vous dise de quelle manière. Et quand j'accéderai au pouvoir très bientôt, je vous le dis, eh bien, je vous montrerai comment faire pour que nous développions notre pays. Pour le moment, suivez les mots d'ordre que je vous donne et vous comprendrez que je vous oriente vers la bonne direction, la libération de notre pays. Je vous remercie, M. Jules, pour cette pertinente question. Est-ce que je n'ai pas observé les manquements Swadi, les manquements Subunguma, et puis qu'avez-vous préconisé pour mesures alternatives pour finir? Pouvez-vous proposer, pour vous prononcer que dès 2023? Qu'avez-vous préconisé comme mesure alternative? Et pour finir, pourquoi vous prononcez que dès 2023? Je répète la même chose et je vais revenir. Je suis un politique. Si je me considère comme technicien, un technicien est sollicité. Je donne un exemple simple. Nous avons au Gabon des chirurgiens de haut vol. Nous avons au Gabon des chirurgiens de haut vol. Pourtant, si vous allez à venir voir un plein, vous verrez des personnes qui meurent de hernie étranglée. Et vous allez dire, pourtant, on est des chirurgiens de haut vol. Pourquoi quelqu'un meurt-il de hernie étranglée? Pour que le chirurgien puisse intervenir. Un, il faut qu'il soit dans un hôpital. Ça, c'est la première chose. Deux, qu'il ait le matériel approprié, le plateau technique. Trois, qu'il ait le personnel paramédical normal. Et c'est à partir de là, si on lui amène le malade, qu'il opère et qu'on arrive à l'efficacité. Je ne sais pas ce que vous me reprochez. Oui, je peux voir un mal. Alors, parce que je vois un mal, je peux aller, je peux demain matin aller voir Olivier. Olivier, j'ai la solution à ton problème. Il va me regarder, il va commencer par m'insulter, il va faire insulter comme il le fait par ses petits frères qui se répandent dans les réseaux et qui m'insultent partout. Oh, nous, c'est venu demander de l'argent, des millions, je lui ai donné des milliards et tout ça. Il va continuer à m'insulter. Donc, moi, je suis là. J'ai bâti un programme pour que le Gabon se développe. J'attends la mise en œuvre de ce programme. Quand Olivier est venu à la maison, je lui ai posé une question, qu'est-ce qu'il veut? Il n'a pas pu me répondre. Chaque fois qu'on se retrouve, qu'est-ce qu'il veut? Mettre derrière moi. Maintenant, entre nous deux, regardons moi. C'est moi qui me mets derrière Olivier ou c'est Olivier qui se met derrière moi? Commençons à mettre les choses dans le bon ordre. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que nous essayons, ne soyons pas naïfs. Qu'est-ce que tel a proposé? Ça, c'est des critiques pédagogistes. Qu'est-ce que tel a proposé? On propose à qui? Bongo était un président omnipotent, partout. Et Olivier lui-même, il a modifié la Constitution pour être en première ligne, président omnipotent. Moi, je vais aller voir Olivier. C'est Olivier qui doit m'appeler en me disant j'ai besoin de que ce soit précis. Je lui dis oui, si vous avez besoin de moi, je suis un expert. En ma qualité d'expert, je vous fixe le temps. Il me paye et je lui fais le travail. Encore que je suis sûr qu'il ne va même pas l'exploiter. Deuxièmement, deuxième chose, Olivier veut travailler comment avec moi? Il veut mettons un accord politique. Au point. Ah, il ne veut pas d'accord politique. Il veut des gens qui se mettent derrière lui parce qu'ils ont faim.
Moi-même, si j'ai faim, je ne me mettrai jamais derrière Olivier. Voilà la réponse que je peux donner. Pour construire notre pays, on n'a pas besoin de ce monde. On a besoin des techniciens qui soient valorisés dans leur travail et qui fonctionnent normalement. Et on a besoin des politiciens qui se mettent à leur place. Il faut qu'il y ait un accord politique sur la base de projets, projet contre projet, programme contre programme. Et on voit ce qu'on peut faire ensemble et on bâtit alors ce qu'on appelle un programme commun. Ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui dit, bon, ben, vous êtes tous mes étoiles, mettez-vous derrière nous. Quel mérite il a? Zéro mérite. Alors donc, véritablement, n'allons pas dans cette direction. C'est la mauvaise direction. Et tant qu'on ira là-bas, on échouera toujours. Toujours. Et je termine en disant que Bongo Ndimba m'a appelé dans son gouvernement, il ne faut pas oublier. Mais c'était précis. J'ai dit non au départ. Il m'a convaincu. Je ne vous appelle pas pour être PDG. Vous ne serez jamais président. Je ne vous appelle pas pour être franc-maçon. Vous ne serez jamais franc-maçon. Je ne vous appelle pas pour être bouddhiste ou bien pour être rosicrucien. Vous ne serez jamais le président. Ok, d'accord. Mais vous m'appelez pourquoi? Parce qu'il y a un secteur qui me casse les pieds, l'éducation, et l'enseignement supérieur. Un secteur pour lequel vous êtes compétent. Ce que je vous demande, c'est m'accorder un peu de temps pour donner l'orientation. J'ai fait mon boulot. Je l'ai bien fait. Le boulot a été fait, j'ai donné l'orientation et je suis parti de là, lorsque le terme était terminé. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, sur l'exemple de son parent, et je ne rentrerai jamais dans un gouvernement pour me mettre derrière lui. Même derrière vous, je ne me suis pas mis. J'étais sur un programme et je lui disais, sur votre fait ça, je ne ferai jamais. Et il le savait. Et on s'est bien entendu. Et chacun s'en est trouvé chez lui. Heureux que cette collaboration ait pu marcher. Point. Donc le reste là, ne me demandez pas d'aller porter les valises à Oligui. Non, ça, je suis désolé. C'est un manque de respect pour ma personne. Je ne l'accepterai pas. Il y aurait une chose que nous puissions faire pour vous aider à accéder à la magistrature suprême. Un, il n'y a plus de vote. Le vote est fini. Et l'élection, je l'ai gagnée. Deux, je vous ai dit qu'Oligui, tout ce qu'il fait, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des choses à faire. Moi, je vous montre la voie. Ce que je vous demande, d'être prêt à suivre mes mots d'ordre. Je vous ai dit la dernière fois de ne pas aller à l'élection. Vous m'avez retorqué en disant le 12, c'est le 12. Donc, j'espère que vous avez vu ce qu'est le 12 et qu'à partir de ce moment-là, quand je vous donne une instruction, vous l'assurez. Et quand vous l'assurez, nul doute, j'arrive au pouvoir. Mais pas pour moi. Moi, j'ai un âge où je me contentais d'autre chose. J'arrive au pouvoir pour m'occuper des Gabonais, pour faire en sorte que le Gabon ait ses lettres de noblesse sur la scène internationale. Voilà ce que je dis. Et que le Gabonais recouvre sa dignité et qu'il soit fier d'être Gabonais et de vivre chez lui au Gabon. Voilà ce que je dis. Une question est de savoir si votre vie n'est pas menacée par l'actuel pouvoir pour mettre en place une mobilisation des jeunes conscients pour continuer le combat noble. Serait-il possible de créer un parti politique? Autre question qui m'est souvent posée. Alors, je crois que je vais vous redonner l'explication que j'ai toujours donnée. Elle mérite d'être entendue. Elle mérite d'être comprise. Quand vous regardez le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, les partis politiques sont en recul. Celui qui parle de création des partis est en recul par rapport à ce qui se fait. Je peux vous citer 3 ou 4 présidents africains qui n'ont pas eu de parti et qui sont présidents aujourd'hui. Je peux vous citer l'exemple de la France. Macron n'avait pas de parti. Donc, la création d'un parti ne fait pas partie de mes objectifs.
elle n'est pas de mise. Elle est nulle et nulle et fait. Pourquoi? Parce que dès que vous créez un parti, vous avez une cohorte des militants, mais en fait des affamés, qui viendront vous réclamer le pain, qui viendront vous réclamer le boulot, qui viendront vous réclamer ci, qui viendront vous réclamer de ça. Et la seule solution dans ces cas-là, c'est d'aller trouver Oligingema, qui vous donne une partie des sous qu'il détient, et à partir de ce moment-là, vous créez un parti fictif où vous n'avez effectivement qu'à adhérer. Donc, généralement, c'est ça qui rend flasher nos hommes politiques. Regardez, parce que pour entamer un parti, c'est effectivement des ressources importantes. Moi, si je suis ce que je suis et que je suis libre de parole, parce que je ne dois rien à personne, et que de ce point de vue, je ne veux pas traîner les casseroles. Le parti, c'est une casserole de plus. Et puis, deuxièmement, pour agir, on n'a pas besoin de parti. Moi, j'ai gagné les élections, je n'avais pas de parti. Oligui, il s'est mis là. Il dit qu'il a gagné les élections, il n'avait qu'un parti. Alors donc, ne m'amenez pas à des choses qui sont complètement dépassées. Nous allons vers l'avenir. Pour développer le Gabon, on n'a pas besoin de parti. Seulement, ceux qui veulent créer les partis, lorsque je vais m'établir au pouvoir, ils auront l'attitude de créer les partis, de mobiliser qui ils veulent. C'est ça la diversité. C'est là le pluralisme politique. Donc, c'est cela. Moi, je ne m'oppose pas à cela. Mais moi, créer un parti pour le monde, ce n'est pas du tout dans mes intentions et dans mes projets. Que pensez-vous du nombre de ministères actuels au Gabon? Vous savez, je ne sais pas. Moi, quand on forme un gouvernement, c'est pour atteindre des objectifs. Et on critique quelque chose dès lors qu'on connaît les objectifs. Moi, je ne connais pas les objectifs, ce que vise Oligui. Moi, au pouvoir, ce que je vise comme objectif, c'est redresser économiquement le Gabon, revenir aux grands équilibres, améliorer la gouvernance. Et pour cela, ça commence par la formation du gouvernement. Un gouvernement de pas plus de 25 membres, où il n'y a pas de vice-président, où il n'y a pas de ministre d'État, tout le monde, 25 ministres maximum. Voilà ce que moi, j'aurais fait. Je n'ai pas à critiquer les bêtises, parce que d'ailleurs, je dis des bêtises, je ne sais pas quel est son objectif, qu'est-ce qu'il vise en formant le gouvernement. Un gouvernement, c'est de la même manière, lorsqu'on fait une loi de finances, on a parlé de la finance fonctionnelle. Cela veut dire qu'il y a des objectifs qu'on veut atteindre. Je ne connais pas les objectifs que l'État veut atteindre, mais moi, je connais mes objectifs. Voilà pourquoi je ne formerai jamais un gouvernement de 25 ans. Merci. Que pensez-vous du nombre de députés? 145 et sénateurs et 70 dans un pays tel que le Gabon. A priori, on ne critique pas quelque chose ex nihilo. Il en est ainsi du nombre de ministres que du nombre de députés. Moi, je ne pourrais pas avoir, pour un petit pays comme le Gabon, on ne peut pas dépasser 80 députés. Non, parce qu'un député, c'est par rapport à une population. Et notre population, elle est faible. 1,5 million habitants. On ne peut pas avoir autant de députés. Donc, je crois qu'il faut caler ça, procéder, reprendre les véritables chiffres du recensement, le nombre de votants par secteur, par ville, par canton. Et à partir de ce moment-là, on détermine effectivement le nombre de députés pour un pays, en sachant qu'effectivement, il y a les manières de mettre en place effectivement une véritable décentralisation sur cette base-là. Ce qui veut dire que moi, de mon point de vue, je ne critique pas le nombre de députés d'Oligui.
La seule critique que je peux porter à cet effet, c'est-à-dire plus vous avez de députés, plus la dépense publique devient importante, surtout les dépenses de fonctionnement. Et plus la masse salariale est importante, comme la masse salariale est normée. Donc, pratiquement, vous jouez avec tout cela. Lui, il crée le nombre de budget, je ne sais pas pourquoi faire. Il fait quoi les députés, je ne sais pas. Mais moi, il y a un nombre que je ne devrais pas dépasser. Et avant 2023, j'avais élaboré une étude sur euh, la délimitation sur les zones territoriales, c'est-à-dire la délimitation en termes de députés, faire un recensement administratif pour savoir combien de députés, un député par population. Parce que j'avais observé que le Gabon n'est pas uniforme. Au sud, dans certaines zones, vous avez un député pour 300 élus. Au nord, à Minvoul, par exemple, vous avez un député pour 5000 personnes. Et à Libreville, vous avez un député pour 20 000, 30 000 personnes. C'est inéquitable. Donc, il faut revoir cela et réduire le nombre de députés pour réduire la dépense publique. Voilà l'objectif que moi, je vais viser. Je ne m'occupe pas, je ne sais pas quel objectif je vise aujourd'hui, à condition qu'il en a. Il a des idées, il a des idées, mais les idées ne deviennent pas des objectifs. Je suis désolé. Beaucoup plus que souvent absent après vos prises de parole, à l'image d'un Jean-Pierre. Concrètement, quelle sera votre suite au sortir de la conférence de presse? Alors, je vais encore répondre à cette question. Mes absences, c'est en fonction de la réaction de la population. Quand vous dites à une population, n'allez pas voter, et que cette population vous dise le 12, c'est le 12, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez qu'eux-mêmes, ils se rendent compte de leur propre bêtise. Que voulez-vous que je fasse? Moi, je ne suis pas là pour parler à l'emporte-pièce. Je parle quand je sens que ça compte. Et je parle aujourd'hui pourquoi? Parce que tout ce qui se passe présent à l'Hydroïde me donne raison. Aussi bien le problème de l'île Mali, l'exfiltration des alibons, des bons, aussi bien le déguerpissement des gens. Toutes ces questions-là, aussi bien les problèmes d'eau et d'électricité, cela me donne raison. Donc aujourd'hui, j'ai une raison de parler. Mais quand je vous dis, ce bateau-là va échouer, on va dans le mauvais chemin, c'est des insultes que je reçois de la part de vous tous. C'est des calomnies que je reçois de la part de vous tous. Je ne parle même plus d'internet. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, tu as pris 10 milliards. Oh, voilà. Et comment, moi, je n'en veux à personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une cellule à la présidente de la République. C'est une cellule de 2 ou 3 individus, pas plus de 5, qui ont pris des puces, multiples puces, et qui sont dans plusieurs réseaux pour répandre les nouvelles idées. Ils sont payés pour ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cela? Je n'ai rien à dire. Et ils font semblant d'attaquer devant chacun. Jamais. Et jamais un visage découvert. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Donc, je suis obligé d'attendre effectivement la réaction de la population. Maintenant, vous me comparez à Jean-Pierre. Voilà. C'est une comparaison malheureuse. Je respecte Jean-Pierre pour son âge, mais nous ne sommes ensemble nulle part. Je n'ai jamais été avec lui nulle part. Lorsque on est venu me chercher pour que nous faisions euh, euh, la patrie, pour la patrie. Alors, Jean-Pierre est arrivé et il a détruit la plateforme. Moi, je n'ai jamais été avec lui. Et quand il est parti, je ne l'ai pas suivi parce que je savais que Jean-Pierre allait échouer. Jean-Pierre n'est pas fiable. J'ai des raisons de le dire. Ceux qui ne m'ont pas cru à l'époque se sont rendus compte que j'avais raison. Donc,
Comparé à Jean-Ping, c'est la pire des choses. Ensuite, Jean-Ping fait partie de la famille Bongo. Moi, je n'appartiens pas à la famille Bongo. Donc, véritablement, les comparaisons n'ont pas leur raison d'être. Et aujourd'hui, Jean-Ping avec Olivier, moi, je ne suis pas avec Olivier. Donc, vous comparez. Les comparaisons que vous pouvez faire entre Ping et moi ne marchent pas. Sauf que moi, je suis tourné vers le peuple. Ping sait vers quoi il est tourné. C'est tout. Moi, on n'agit pas, on n'a rien de commun. Donc, pratiquement, c'est quelqu'un que je respecte. Je n'en dirai pas plus. Euh, je ne lui fais pas de chichi. Non. Je le respecte pour son âge, mais je trouve que lui et moi, on n'a rien de commun. En tout cas, rien. Rien. Et rien de commun. Bon, Jean-Pierre a gagné l'élection. Oui. Sauf que la différence entre l'élection gagnée par Jean-Pierre et la mienne, c'est que Jean-Pierre ne peut fournir aucun document, aucun résultat. Moi, j'ai les résultats qui ont été donnés par la commission, par l'institution agréée. Donc, Jean-Pierre a gagné, ouais, d'accord. C'est tout. Et moi, j'ai gagné avec un pourcentage, une signature, un papier officiel qui a une date. Donc, pratiquement, moi, j'ai de quoi reposer effectivement ma victoire. Moi, je ne parle pas des suppositions. Et puis, moi, j'ai une orientation. Je sais où je vais. Je dois récupérer mon pouvoir. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais où j'en suis, ça ne prendra plus beaucoup de temps. Voilà où j'en suis. Pensez-vous que les populations déguerpies de leur maison, qui dorment à la belle étoile, pourraient provoquer à la longue un mécontentement généralisé, donc un soulèvement? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Quelle est la capacité des Gabonais aujourd'hui à être solidaires et à avoir l'empathie pour ceux qui souffrent? Quelle est leur capacité? Pour moi, ce que je vois, c'est que les Gabonais n'ont pas d'empathie pour les autres, surtout pour ceux qui souffrent. Ils sont à l'image d'Olivier qui n'a aucune empathie pour notre population. Il peut mentir à volonté à la population, que rien ne lui en coûte. Voilà où nous sommes. Parce qu'une population a été affamée pendant plus de 50 ans. Et une population affamée pendant près de 60 ans, ce qu'elle fait, c'est qu'elle joue sur le court terme. Je préfère manger aujourd'hui, demain, de toute façon, je mourrai. Et on va vers cela. Donc, pratiquement, les populations, c'est un problème important. Il va falloir que ces populations tiennent bon et se battent. Pour ma part, je fais ce qui est en mon pouvoir pour que je porte ce combat-là auprès des instances internationales. Moi-même, que je me saisisse de ce combat. Et quand je vais rentrer, je me mettrai effectivement en combat pour qu'ils rentrent dans leurs droits. Parce que, ainsi que je l'ai notifié lors de mon intervention, il y a là-dedans les parents proches, il y a des amis qui ont perdu tout ce qu'ils ont fait de leur vie. C'est inadmissible. Les déguerpissements ne se font pas de cette manière. Là, on a affaire à un pouvoir voulu. C'est le seul terme ici, dans des conditions comme ça. Et généralement, c'est cela, c'est un pouvoir voulu. On ne peut pas faire ça. On ne déguerpit pas les gens de cette manière. Il y a une procédure à suivre que j'ai indiquée il y a un instant. Mais je dis que nous comptabilisons, et pas que ce problème, on va être surpris dans les jours qui suivent. Ils ont mis au point un certain nombre d'actions néfastes à la population qu'ils vont mettre en œuvre dans les prochains jours. Vous allez voir. Donc, au fur et à mesure qu'il fait ça, il y a des conditions objectives qui se décident, c'est d'ailleurs le mécontentement. Et derrière ça, il faudrait c'est pas la révolution, c'est pas le désordre, c'est l'ordre. Tout se fait dans un ordre.
se reconnaître en un leader qui vous donne l'orientation, sans provoquer les militaires, sans provoquer le pouvoir. Mais il y a des filières par lesquelles on peut passer pour que les militaires comprennent que là, ce n'est pas effectivement leur affectation, qu'ils s'en retournent à la caserne. Mais je préviens une fois encore pour lui dire que tout ce qu'il a posé comme acte l'amène tout droit à la haine. Mais qu'il ne s'estime pas fort parce que j'ai toujours dit que la force est la seule variable euh, où il n'y a pas effectivement de limite. Il n'y a pas de limite maximum. Vous trouvez toujours plus fort que vous. Donc, qu'il fasse attention quand même aux actes qu'il pose. Parce que là, il atteint un niveau insupportable pour un peuple. On ne peut pas ridiculiser un pays jusqu'à ce niveau. Il faut qu'il fasse attention. C'est tout ce que j'ai à lui dire. Comment expliquez-vous les disparités persistantes dans l'accès à l'électricité et à l'eau potable entre les zones urbaines et rurales au Gabon? Moi, je n'ai pas expliqué, je ne suis pas au pouvoir, mais ce sont des disparités qui existent. On dit que c'est un constat. Dès lors que le constat est fait, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est de savoir quelle politique on met en œuvre pour réduire ces disparités. D'abord, le gros problème qu'il y a, c'est que nous avons l'électricité, l'énergie la plus chère d'Afrique. À partir de ce moment-là, il faut travailler pour que nous ayons une énergie faible et à faible coût. Une énergie propre, pardon, et à faible coût. Dès lors que nous avons une énergie propre et à faible coût, nous réduisons automatiquement les coûts de production. Et le développement peut aller à la campagne parce que l'énergie et l'eau font partie des éléments vitaux qui permettent de drainer le développement. Donc, je n'ai pas à l'expliquer. La seule explication, c'est la mauvaise gestion du système Bongo PDG. Et dans ces conditions-là, il faut mettre en place une politique pour réduire effectivement cette disparité et pour faire en sorte que tout Gabonais, où qu'il se trouve, puisse avoir l'eau et l'électricité. Et des projets existent dans ce cas-là. Il suffit de les mettre en œuvre. En moins de 2 ans, tout Gabonais peut avoir l'eau et l'électricité. Alors, la technique me signale qu'il n'y a plus de questions. Et je me réjouis aujourd'hui d'être intervenu pour m'adresser aux Gabonais, ceux qui ont encore des oreilles pour entendre, ceux qui ont encore un cœur, ceux qui ont encore l'empathie, ceux qui ont ce souci encore des basses couches de la société, les handicapés, les femmes seules, les veuves, les orphelins, et surtout les jeunes enfants qui passent les examens. Je m'adresse à cela aujourd'hui. Notre pays a eu une histoire. Il y a eu plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Il faut que nous l'assumions. Mais pour l'assumer, moi je suis chrétien. Il n'y a pas d'absolution à l'Église sans qu'il y ait acte de complice. Voilà pourquoi ce qui s'impose à nous comme priorité, c'est cette commission vérité, réconciliation, pour que le peuple se retrouve, pour que les gens aient le temps de laver leur rancœur, pour que les gens aient le temps de faire leur deuil. Il y en a qui savent où se trouvent leurs enfants aujourd'hui. Il y a des mères qui ne savent pas comment pleurer leurs enfants. Il y a des gens, je cite un exemple clair, Germain Ba, mon cousin est mort depuis plus de 50 ans.
on en est aujourd'hui, on ne sait même pas. Il n'y a pas de retrait de dette. Il n'a pas laissé de parler. Il n'a pas laissé de parler. Nous avons besoin de nous réconcilier, sachant qu'il y a des choses bonnes qui ont été faites et des choses mauvaises qui ont été faites. Nous devons les assumer. Voilà pourquoi je mettrai en place une commission vérité et réconciliation. Et je vous ai déjà promis que je mettrai un ministère en place, le ministère chargé de la réconciliation nationale. Ça, c'est l'acte. Ensuite, il faut se préoccuper de la situation des Gabonais délaissés, les passe-couches de la société. Je les ai cités. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait effectivement que nous diminuions les coûts de l'énergie, les coûts de production, et que nous allons vers, nous nous préoccupons du panier de la ménagère. Et ça, c'est possible, c'est tout un programme. Ensuite, si le Gabon va avoir ses lettres de noblesse, il faut réhabiliter l'homme, à savoir l'éducation, l'enseignement supérieur. Il faut réhabiliter les structures médicales. La dernière fois, en passant par la France, j'ai pu faire mes examens médicaux que je n'avais plus fait depuis près de 15 ans. Il faudrait que nous sachions que tout cela est possible au Gabon. Il suffit d'une volonté politique. C'est cette volonté politique que j'attends mettre en place. Voilà pourquoi je vous interpelle. Arrêtez de suivre ceux qui ne vous disent aucune vérité. Et je vais vous dire, ceux qui croient comme par hasard que, bon, 7 ans, c'est fini, Olivier n'a pas ça. Ah non, 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 c'est pas sa place. Olivier n'a qu'à retourner d'où il vient. Et plus il va se maintenir là, plus la souffrance sera importante pour le peuple gabonais. Comme un seul homme, disons à Oligui de repartir. Et vous ne manquez pas de leader. Oligui doit s'en aller d'où il vient pour laisser aux ayants droit le soin de pouvoir gérer la République pour le développement du Gabon, pour le bien-être des Gabonais, pour que la dignité leur soit rendue. Je vous remercie d'avoir accepté de m'écouter. J'ai quand même reçu les insultes, les réflexions de ceux qui pensaient encore, quel État vous voulez former? Un État monolithique, ou qu'il y a des gens de Willy qui parlent. Permettez-nous de parler. J'ai le droit de parler, j'ai le droit de dire ce que je pense. Mais quand on dit qui parle, je n'insulte pas. Je lui dis ce qui est. Dites-moi ce qui est. Ne m'insultez pas. Je n'ai jamais insulté personne. Alors, véritablement, ce n'est pas ici que nous allons construire une république. Je dis, seule la commission vérité et réconciliation nous permettra aux uns de pardonner aux autres et nous remettre ensemble pour un nouveau départ pour le développement de notre pays. Je vous remercie tous. Bonne soirée. Au revoir.